Bonjour, bienvenue à cette conférence autour de Hans Baldungrin, qui est donc un artiste germanique du XVIe siècle. Et on va voir, à travers son exemple, comment l'image de l'archétypale de la sorcière s'est construite. Et on va voir comment son travail, et celui d'autres aussi, a influencé cette construction. Alors déjà, on va resituer qui est Hans Baldungrin, parce que je ne sais pas s'il est connu par tout le monde ici. Hans Baldungrin est né en fait à Gmund, en Souabe, en Allemagne quoi, enfin aujourd'hui. Et il est une figure importante de la figure germanique, donc du XVIe siècle. Donc on ne sait pas trop sa date de naissance, ça doit se situer au milieu des années 1480, 84 ou 85. Sa famille n'est pas une famille pauvre, elle a accès à la culture et c'est une famille d'érudits. Donc très tôt, il va baigner dans les arts, il va baigner dans la culture, dans la littérature, dans les mythes. Et très tôt, il va pouvoir s'imprégner de cette culture pour la rendre plus tard dans son propre travail. Alors comme ça, ça c'est un portrait qui est au Louvre, où il a l'air un peu sévère. C'est un autoportrait. Euh, Son premier apprentissage chez un peintre, ça va être chez un élève de Martin Schongauer, qui est aussi une figure importante de la peinture alsaco-germanique, on va dire, pour résumer. Et c'est celui qu'on appelait le Beau Martin. Donc Martin Schongauer a beaucoup travaillé sur des sujets bibliques et a une pratique de la gravure et du dessin qui sont extrêmement développées. Il y a d'ailleurs un très beau livre qui s'appelle Le Beau Martin que je vous conseille de regarder si vous en avez l'occasion. Ensuite, il rentre en apprentissage à Nuremberg chez Albrecht Dürer, où il va d'abord se consacrer au dessin de vitraux, pour les vitraux. Et Dürer va remarquer son talent, donc de plus en plus, ils vont collaborer ensemble et ils vont commencer par travailler sur les gravures. On sait que Dürer a une grande production de gravures et donc Hans Baldungrin va travailler sur ces gravures jusqu'à carrément collaborer pour un livre qui s'appelle Speculum Passionis. Vous m'excuserez mon latin un peu nul. Donc il va prendre son envol plus tard. Pour l'instant, à cette époque-là, il est jeune et il va être très influencé par Dürer. Et pendant des années, on va sentir la patte de Dürer sur son travail, même si il va réussir à s'en détacher et à trouver son propre style. Après Nuremberg, il va rejoindre Halle, mais c'est qu'en 1510 qu'il s'installe définitivement à Strasbourg, où il mourra en 1545. Donc on peut le considérer comme un peintre strasbourgeois. C'est à Strasbourg qu'il va commencer à se libérer et son premier gros travail, ça va être un travail très biblique, puisque ça va être à la cathédrale de Freiburg à Breisgau, pardon. Et c'est ce qui va faire sa notoriété dans la région de Strasbourg. Donc, comme tous les peintres de l'époque, il est très porté sur les thèmes religieux et ça va faire sa renommée et surtout aussi ses portraits. Alors, pour comprendre l'artiste, on va parler un peu du contexte à l'époque. Voilà, parce que le contexte historique permet de mieux comprendre vers quoi un artiste va. Donc, et surtout, le sujet qui nous concerne, les sorcières, enfin l'influence sur l'imagerie de la sorcière. Donc, donnons un peu de contexte à ce cher Hans. Dans cette période, en fait, on est post-Moyen-Âge, c'est le début de la Renaissance. Souvent, on pense par exemple que la chasse aux sorcières est médiévale, mais non, c'est vraiment une période qui s'inscrit dans la Renaissance, aussi étonnant que ça puisse paraître.
la Renaissance où la culture se développe dans les cités. Il y a de plus en plus d'accès vers la culture. Et il n'en reste pas moins que le clergé a encore une très grande influence sur la vie publique, sur la politique et sur la culture en général. La culture biblique est très forte. Pourquoi? C'est parce que beaucoup de gens ne savent pas lire et leur seul endroit de rencontre et le seul endroit où ils peuvent discuter et se rencontrer, c'est vraiment l'église. Alors, bien sûr, il y a les marchés, etc. Mais à l'église, c'est là qu'on leur donne une forme de culture qui est une culture biblique. Et les vitraux sont pensés pour ça. À l'époque, il faut se souvenir que les cathédrales étaient peintes, qu'il y avait des fresques. Donc, les images remplissaient leur tête, les images bibliques remplissaient leur tête. Et surtout, on va le voir, les images sont devenues plus sombres. Donc, Baldwin Green ne va pas déroger à la règle. Il doit cocher la case du peintre d'art religieux. On le voit avec la cathédrale de Freiburg. Et cette position dominante est sous-tend toutes les cultures et va aussi rentrer veut contrarier absolument le flux qui est encore la trace de tout ce qui est considéré comme impie, hérétique. Donc on cherche à faire peur aux gens en leur disant que ce qu'on considère comme le paganisme, je n'aime pas trop ce mot qui est un peu un fourre-tout, mais qui va survivre par lambeaux à travers les siècles, à travers la culture orale. Mais l'Église, à l'époque, veut vraiment la contenir. Et donc, par exemple, elle va calquer ses fêtes religieuses sur des fêtes dites païennes. Et par exemple, les saints aussi ont parfois des histoires proches de certaines divinités païennes. Donc on se rend compte qu'elle essaye de prendre le pouvoir comme ça, et donc on classe de plus en plus de choses dans ce qui est impie, hérétique. Ce combat acharné contre l'impureté, ça va même transformer justement les images. Les images de diables qui existaient au Moyen-Âge étaient parfois drôles, cocasses, on s'en moquait, et elles vont devenir de plus en plus sombres. On va quitter la caricature pour des choses plus sombres. Et y compris aussi l'image de la mort qui va devenir de plus en plus macabre. Et c'est l'époque aussi des danses macabres. L'autre grand moment, en fait, et l'autre grand moment marquant, ce sont les épidémies de peste à répétition. Depuis le XIVe siècle, toute l'Europe subit ça et là des épidémies de peste. La plus grande était au XIVe, mais sur 3 siècles, et même plus, c'est étendu des épidémies de peste un peu partout en Europe. C'est quelque chose qui est très marquant, c'est la peste noire, donc il faut s'imaginer les corps à moitié en putréfaction. Je ne vous fais pas de dessin, mais en tout cas, ça va marquer l'imaginaire et l'imagerie, et ça va marquer aussi, bien sûr, le mental, l'inconscient collectif. À ça s'ajoute l'invention de la presse par Gutenberg, qui marque un tournant dans la diffusion des idées et des idéaux. Et là où l'accès aux informations restait assez confidentiel, assez confiné souvent aux cités, on va avoir une diffusion plus large. Alors, dans l'exemple de Baldwin Green, lui avait déjà accès très tôt à la culture, mais avec la presse, ça permet encore plus de faire circuler les informations et les fausses informations, parce que déjà à l'époque il y avait des fake news, à travers l'Europe et au-delà des cités qui étaient les pôles culturels importants. Donc de plus en plus de gens aussi vont s'intéresser à la lecture et apprendre à lire. Donc on est vraiment... La presse, à mon sens, l'invention de la presse
et marque vraiment un clivage dans l'obtention et dans l'apprentissage de la culture, de la lecture. Et, et ça marque vraiment c'est un point socio-culturel important. Et donc, parmi les livres qui sont édités, il y a beaucoup de traités autour de la démonologie et de la sorcellerie qui vont marquer beaucoup les gens. Et le plus connu, c'est celui-ci, le Malleus Maleficarum, le marteau de la sorcière. Et bien sûr, ce sont les minorités qui vont payer le prix le plus fort, notamment les femmes. L'Église les a désignées depuis toujours comme des objets du péché par essence. Donc c'est d'autant plus facile de faire avec une population qui a été traumatisée par les pestes, qui a été remplie et j'allais dire embrigadée par le clergé. Donc on est vraiment dans une époque de superstition, de peur, de stress aussi. On n'est pas loin en fait de la danse de Strasbourg en 1518, qui on pense a été déclenchée justement par un contexte à peu près similaire et pas du tout par un empoisonnement. Et donc c'est très intéressant de voir que les gens glissent doucement vers vraiment la superstition. Et on pourrait presque faire le parallèle encore aujourd'hui avec ce qui se passe avec la pandémie. Donc c'est toujours très intéressant de voir l'histoire pour ça. Donc on va parler maintenant de Hans Baldung-Grien et comment il a fait partie de ceux qui ont construit l'image de la sorcière. Et j'ai fait une petite faute de frappe dans mon titre. Donc Hans Baldung-Grien n'est pas le seul à avoir travaillé sur la thématique de la sorcière, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il est de Strasbourg, enfin en tout cas on peut le considérer presque de Strasbourg, un artiste germanique, donc il porte en lui toute une culture germanique qui est forte, aussi une culture de la Renaissance. On sait qu'il a lu des philosophes grecs, on sait qu'il s'intéressait beaucoup à la culture antique, et en même temps il est porteur de tout le folklore germanique qui fait la part belle aux Volva, qui sont les sorcières, et la part belle aux superstitions aussi. La culture germanique souvent est moins connue que la culture nordique. Elles sont cousines, il y a des choses qui s'en rapprochent, mais c'est vrai qu'elles diffèrent un peu l'une de l'autre. Et la culture nordique aujourd'hui a pris le dessus dans ce qu'on appelle les néopaganismes sur la culture germanique. Revenons à Hans Baldung-Grien. Ça, c'est une gravure qui s'appelle Les Sorcières. Alors, il faut savoir que la plupart de ces dessins de sorcières s'appellent Sorcières. Il aurait dû les numéroter, ça aurait été plus simple. Mais en tout cas, ça, c'est une gravure. C'est son premier essai, en fait, en clair-obscur. Et son entrée dans l'imagerie de la sorcière se fait à travers Dürer, on le verra après. Mais il faut aussi se dire qu'à l'époque, le pape officialise la persécution des sorcières. Donc si vous voulez tuer une sorcière, c'est officialisé par l'Église. Et il y a un avilissement de la sorcière de la jeune fille charmante, mystérieuse, va devenir une femme plus mûre et souvent qui effraie. Donc sur cette gravure, ah oui, on peut faire le parallèle avec les caricatures des Juifs, notamment en Alsace, on en verra une après. Et donc, il va essayer de donner corps à ces sorcières. Donc, avant cette date, l'imagerie de la sorcière prend forme doucement. Elle n'est pas encore considérée complètement comme impie. Je pense que c'est vraiment la décision en 1494 du pape de libérer les persécutions et de faire que la sorcière soit complètement une figure à chasser, dont on doit avoir peur. On ne sait jamais, est-ce que sa voisine peut être une sorcière, est-ce que sa commerçante peut être une sorcière. Et souvent, ce sont des femmes qui vivent seules, ou qui sont veuves, ou qui
ont des connaissances supérieures aux hommes qui vont être visées. Donc sur cette gravure, on voit une femme qui chevauche un bouc en haut. C'est donc une gravure, on reconnaît son bâton, le bâton de la sorcière. Bon là, elle a un pot qui est tenu dans son bâton, mais c'est un bâton en une espèce de fourche avec deux pics. On voit la sorcière du milieu qui est entre les deux arbres et qui, elle, fait vraiment peur pour le coup. On dirait qu'elle crie sa haine. Il y a aussi bien sûr la vieille femme qui revient, qui est sûrement un reste de la mythologie germanique où il y a Perchta, qui est toujours représentée en vieille femme. Et Perchta est souvent lié à du folklore, lié à des masques qui font peur, de diables, ce qu'on appelle aujourd'hui le Krampus, mais qui sont les Perchten à l'époque. Et qui, dans le folklore, en fait, devaient chasser l'ombre pour aller vers la lumière en hiver. Mais avec l'influence de l'Église, évidemment, ça devient surtout de la démonologie. Donc on peut supposer que chez Baldung-Grien, il y a cette influence-là de la mythologie germanique. Donc ces sorcières doivent faire peur. On ne sait pas si c'est des caricatures, on ne sait pas si c'est un amusement. On sait que Baldung-Grien adorait représenter les visages. C'était un très bon portraitiste. Et adorait représenter les expressions du visage. Et donc je pense qu'il s'est d'une certaine manière aussi amusé à représenter des expressions très poussées, très caricaturales, qui lui permettaient de sortir des portraits très officiels, où souvent la personne reste très sérieuse. Donc, Green plonge dans une représentation un peu effrayante et grimaçante. On peut se demander aussi si c'est pas un acte apotropaïque, c'est-à-dire de protection de lui-même. En dessinant la sorcière, il s'amuse avec une thématique qui va le suivre pendant toute sa carrière, mais en même temps, il ne veut pas être accusé, lui, d'hérésie. Donc ça lui permet d'une certaine manière de traiter d'un sujet qui l'intéresse, tout en faisant mine, finalement, de punir cette représentation et de punir la sorcière. Donc l'image suivante, ça c'est une représentation caricaturale des Juifs. Donc c'est la toute première représentation caricaturale des Juifs. Et on voit que certains éléments vont être repris dans l'imagerie des sorcières et qu'en fait elles vont évoluer en parallèle. Et c'est assez intéressant à voir. On va retrouver par exemple le nez crochu qu'on retrouve chez les juifs et chez les sorcières, certains symboles ésotériques, souvent tirés de la Kabbale, qu'on va retrouver chez les juifs, mais aussi dans les représentations des sorcières. Donc on se rend compte que les minorités sont vraiment ciblées à l'époque, plus que tout, et tous sont accusés d'hérésie. Alors, comme j'ai dit, on voit que ça s'appelle Sorcière, c'est un dessin de 1513, c'est un dessin au crayon et avec des rehaut de blanc. Alors il n'est pas très contrasté, mais il est naturellement pas très contrasté, donc je voulais pas trop y toucher. On voit 3 sorcières. Par rapport au premier dessin, on retrouve une imagerie un peu plus sexualisée. Il y en a une qui tient un bâton entre ses cuisses. Il faut savoir qu'à l'époque, on pensait que les sorcières utilisaient des bâtons sur lesquels elles mettaient des onguents pour se donner du plaisir. Et donc le plaisir de la femme était très puni et condamné par l'Église aussi. Et que ce n'était pas à la femme d'éprouver du plaisir, mais à l'homme. Ici, on voit aussi qu'elles sont... Alors, ils les représentent souvent en trio. Je pense que c'est un héritage, là aussi, de la mythologie germanique. Les Nornes, qui sont toujours représentées par 3, et qui sont comme les parcs.
elles tiennent le destin des hommes dans leurs mains. Là, le destin qu'elles tiennent dans leurs mains semble plutôt assez horrifiant. Surtout la femme qui est couchée, on ne sait pas ce qui sort de son arrière-train, on dirait qu'elle accouche d'un monstre, et on voit qu'il pousse la représentation vers quelque chose de vraiment horrifique. À la Renaissance, on n'a plus l'habitude de représentations comme ça, un peu disruptives, qui étaient plus monnaie courante dans les enluminures et dans les marges des enluminures. Et là, avec son style qui est plus naturaliste qu'au Moyen-Âge, ça renforce cette impression un peu d'horreur qu'il essaye de faire passer. À côté, c'est une gravure de Dürer, et on voit il reste en tout cas très influencé par son maître, parce que cette gravure de Dürer, c'est aussi une sorcière. On retrouve le bouc, mais Dürer ne va pas aussi loin dans la caricature, parce que là, elle est presque représentée comme Perchta, dont je vous parlais, qui souvent galope dans le ciel, puisqu'elle conduit la chasse fantastique. Et il y a des anges autour d'elle. Ils ont des petites épées. On ne sait pas trop s'ils la combattent ou s'ils veillent à ce qu'elle ne fasse que passer. Mais c'est éliminé chez Baldung Green, où on se concentre sur l'horreur du corps qui vieillit. Il faut savoir qu'à l'époque, une femme vieille était très déconsidérée. C'est passé un certain âge, puisqu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. On la considérait comme laide. Enfin, elle n'était plus intéressante. Donc, et souvent, quand elles étaient veuves, en plus, elles s'éloignaient parfois du village, et on les considérait là vraiment comme des sorcières. Et donc, on va voir le suivant. Ah, ça marche. Donc, qui s'appelle sorcière aussi, hein, ça ne change pas. Sur la première image, on voit une femme enceinte. C'est une jeune fille. Donc, Baldung Green nous suppose que très jeune, on peut entrer dans le sabbat. Derrière elle, il y a un espèce de monstre, mi-humain, mi-monstre. Et on peut supposer qu'elle porte l'enfant du diable. Ça, c'était une autre grande peur de l'époque, c'était que les sorcières puissent porter des enfants diaboliques. On retrouve le bâton à l'espèce de fourche bâton qu'on appelle un stang, avec deux pointes. Et on retrouve aussi on les voit dans ces espèces d'imagerie de débauche. Et donc, Baldung Green condamne vraiment dans cette imagerie. Enfin, on ne sait pas si on s'en moque, c'est toujours le problème avec Baldung Green, parce qu'on pense que ces dessins étaient destinés à un petit public. Mais plus tard, on le verra en conclusion, ils ont été diffusés plus grandement. Donc, il s'amuse vraiment à faire des dessins érotiques qui le sortent des dessins religieux qu'il a fait beaucoup, des Saintes Vierges, des Saintes Barbes, des Saint Antoine, des Saint Sébastien, donc très digne et magnifique. Mais là, il va vraiment vers quelque chose de presque érotique et en même temps horrifique. Donc il est dans un espèce d'entre-deux, entre quelque chose de fantasmatique et quelque chose qui doit nous révulser et faire peur. C'est un peu comme certaines histoires horrifiques qu'on peut lire aujourd'hui, ce qu'on appelle la littérature gothique. On le retrouve déjà, cette espèce d'ambiguïté à l'époque. Donc, on prend plaisir à représenter des actes de sorcellerie, et il reste là toujours dans le chemin de son maître. Et c'est quand même malgré tout un très bon dessinateur. Donc dans ces deux dessins, il installe sa vision de la sorcière, et s'en détache par rapport à Dürer avec son érotisation du sujet. On va passer au suivant si ça marche. Oui. Alors ici, c'est une autre représentation, ça s'appelle le palefrenier ensorcelé. Et on voit ce pauvre palefrenier couché par terre. Et la sorcière, je ne sais pas si vous la voyez bien ici, qui est derrière, par la fenêtre avec une torche.
et qui semble rigoler de son méfait, de son forfait. Alors cette représentation est un peu étrange, la perspective du personnage est un peu étrange. En fait, on met en avant les attributs du palefrenier. On peut supposer que c'était une façon de dire attention, les sorcières peuvent abuser de votre corps, à vous les hommes, peuvent vous ensorceler et vous laisser comme ça choir dans l'écurie et évanoui et innocent. Donc là aussi, il y a un côté caricatural. On retrouve le cheval, il aimait beaucoup représenter les chevaux. Euh, pour lui aussi, le cheval est une des représentations de la sorcière. Il est à la fois psychopompe, c'est-à-dire qu'il peut passer d'un monde à l'autre et transporter des défunts. Et je pense qu'à l'époque, ça marquait encore cette tradition, enfin ce symbolisme du cheval était encore marquant. On le retrouve encore aujourd'hui. Et donc, on objectifie sexuellement ici l'homme, étonnamment, mais dans le sens où la sorcière a abusé de l'homme. Dans l'image à côté, qui est une image pas du tout sur les sorcières pour une fois, c'est Phyllis et Aristote. Donc c'est le philosophe Aristote qui se fait monter par Phyllis. Phyllis, en fait, est une jeune femme qui est amoureuse d'un jeune prince que Aristote conseille, mais Aristote aimerait beaucoup draguer Phyllis aussi. Et Phyllis se rend compte de son stratagème et elle veut se moquer de lui. Donc, elle lui propose une rencontre et elle se déshabille et monte sur lui. Elle arrive devant son prince comme ça et le prince rejette Aristote. Donc ça, c'est vraiment une histoire, ça fait partie du lait d'Aristote, pardon, qui a été écrit en 1220 et qui raconte la vengeance de cette femme sur le philosophe. On voit ici qu'elle reste jeune, mais malgré tout, on peut la rapprocher de l'imagerie des sorcières. Et la femme, en général, à part quand elle est sainte, ou la Sainte Vierge, ou une sainte quelconque, elle a toujours un air un peu maléfique. Donc ici, on retrouve aussi la femme, le symbole de la femme, qui va retourner l'intellect de l'homme et réussir à le tromper au point que même un philosophe peut être trompé par les stratagèmes féminins, et plus particulièrement de la sorcière. Et ici, on retrouve l'érudition de Baldung Green. Il faut se souvenir qu'à la Renaissance aussi, c'est toute la redécouverte des écrits des anciens philosophes de l'Antiquité, et que c'est quelque chose qui marque toute l'époque. Alors, il faut juste que je m'y retrouve dans mes notes. Donc, hop. Ça, c'est une des représentations, qui s'appelle, pour une fois, pas juste les sorcières, mais les sorcières du temps. C'est une représentation que personnellement j'aime beaucoup, parce que c'est probablement la plus douce qu'il ait faite des sorcières. Il l'a fait, c'est une peinture, et plus du tout une gravure. Cette peinture a donc été exposée plus que les gravures à l'époque. On voit qu'elles sont sexualisées, mais d'une façon un peu différente. Ici, on se rapproche presque des peintures de mythologie. On pourrait penser que c'est peut-être une Vénus. On voit un petit angelot derrière. Alors, il n'a pas les ailes, mais on peut supposer que c'est un petit angelot. Il est rouge, donc en général, je crois que c'était les séraphins qui étaient rouges. Ce qui peut nous supposer que c'est une sorcière, c'est qu'elle tient une fiole dans la main. Et puis ce ciel un peu d'orage, puisque non seulement elles s'appellent les sorcières des tempêtes, mais les sorcières étaient considérées comme ayant le pouvoir sur le temps. Par exemple, on attribuait aux sorcières tout ce qui n'allait pas dans les récoltes, tout ce qui n'allait pas dans la vie quotidienne, c'était probablement un sort. Dans certaines séries d'ailleurs, c'est tourné de façon très drôle. Ça, c'était une private joke
mon cher époux, qui voit de qui je parle. Donc ici, c'est peut-être la représentation la plus douce. Malgré tout, on voit un bouc qui se cache. Alors je vous mets au défi de le trouver. Il est entre les deux femmes en dessous. Il y en a une qui est probablement assise dessus. Et il est un peu caché. Même les cornes semblent cachées par le drapé. Et je pense que cette représentation fait partie des représentations les moins caricaturales. Et donc, on trouve peu de représentations comme ça à cette époque des sorcières, où elles vont devenir de plus en plus sombres et de plus en plus horrifiantes. Pour Joseph Corner, qui est un historien d'art, Baldung en fait cherchait à créer des images qui vont rentrer dans la culture populaire, mais sans savoir qu'elles allaient nous rentrer vraiment dans la culture populaire. C'est-à-dire qu'il les faisait pour un public réduit, mais que ces images ont tellement plu qu'elles sont entrées dans la culture populaire, et du coup, elles ont nourri la culture populaire de l'époque. Et elles vont nourrir l'inconscient collectif. Même si on y voit une satire, et même si on considère que Baldung, par son érudition, est un humaniste de la Renaissance, même si on considère qu'il a une grande culture, on voit que même lui n'échappe pas à ses racines et aux superstitions de l'époque. Alors, si lui le voit effectivement comme des satires, surtout dans les gravures qu'on a vues avant, il y a quand même une vision très masculine de la sorcière. C'est-à-dire qu'elles sont toujours nues, elles sont toujours représentées de façon très lascive. Et ce n'est pas ce qu'on peut appeler des représentations humanistes. Il s'éloigne de ces représentations humanistes pour déshumaniser la sorcière, pour déshumaniser la femme en général, et pour déshumaniser un peu le plaisir féminin, le pouvoir féminin. Je pense que l'Église a tellement marqué les esprits, et en période de peste c'était encore plus facile parce que les gens étaient dans un stress permanent. Donc on a tellement transformé la vision des gens qu'ils rentraient très facilement dans cette vision, et que pour eux tout était signifiant. Aujourd'hui, on peut retrouver ça encore dans certaines sociétés où la magie a encore une grande place. Je vais parler ici d'un exemple très contemporain, mais qui rejoint un peu cette déshumanisation de la femme et le fait que la magie, la superstition, les croyances peuvent marquer des esprits humanistes. C'est que par exemple en Suisse, ils ont un problème avec les prostituées d'origine africaine parce que en fait elles sont tenues par la magie. On leur dit que si elles quittent le trottoir, Échou, qui est un dieu africain, les poursuivra et leur fera des tas de misère. Et pour les assistants sociaux, c'est un vrai problème. Ils sont obligés d'engager des personnes qui connaissent cette culture pour pouvoir essayer de les sortir du trottoir en leur expliquant que la magie, ce n'est pas ce qu'elles croient, et c'est très dur d'en sortir. Et on voit que depuis le Moyen-Âge, en fait, l'être humain n'évolue pas sur ses peurs les plus intimes. Le Moyen-Âge, c'est vraiment, je pense, la construction de nos heures les plus sombres et de notre inconscient collectif le plus sombre. Et plus tard, la Renaissance, avec la chasse aux sorcières, on a construit tout un vocabulaire, toute une image archétypale de la sorcière.
Donc si Baldwin Green est disruptif dans son œuvre avec les images de sorcières, euh, il a fait quand même beaucoup d'œuvres plus douces, que je n'ai pas montré ici parce que je voulais me concentrer sur la sorcière uniquement. Mais il a fait des images plus douces et il a beaucoup travaillé pour le religieux, pour les instances religieuses, on va dire. Donc ces images sont considérées à l'époque comme loustiques, c'est-à-dire comme coquines, un peu drôles, qu'on se passe sous le manteau. Euh, je crois qu'il ne pensait pas que ces images, ou celles de Dürer, ou celles d'autres artistes encore, allaient à ce point marquer notre inconscient collectif. Aujourd'hui, quand on parle de sorcière, qu'est-ce qu'on imagine? On imagine souvent une femme vieille, avec un nez plutôt crochu, qui vit seule, peut-être avec un chat, peut-être qu'elle a des animaux, elle a souvent des connaissances en herboristerie, ce qu'on appelle les rebouteuses par exemple. Et aujourd'hui encore, tout le monde se souvient, enfant, on a tous connu une maison de la sorcière. Et souvent, cette maison de la sorcière était habitée par une vieille femme. Moi, j'en ai eu une dans mon village, hein. On l'appelait la maison de la sorcière. Et je pense qu'on a tous connu ça. Et en fait, cette vieille femme, c'était juste une vieille femme qui habitait là, qui était veuve et qui n'avait rien de sorcier. Mais ça nous a marqué jusque dans cette époque contemporaine. Et ce qui nous marque, c'est de voir encore aujourd'hui des images comme celle d'Hans Baldwin Green, mais celles de Dürer aussi, même si elles sont moins dures et moins sexualisées. Et tous les suiveurs de ces artistes, qui sont parfois anonymes, et qui ont travaillé sur cette imagerie très caricaturale. Alors il faut savoir que souvent la caricature est anonyme à l'époque de la Renaissance, et souvent elle est distribuée justement par le biais de la presse. Et il y avait des gens qui traversaient les campagnes et distribuaient des images, comme ça on pouvait acheter des images. Et parmi ces images, il y avait souvent des caricatures, donc il y avait les sorcières, il y avait les juifs qui étaient visés, et donc on s'est construit tout un imaginaire, je dirais presque un légendaire, autour de ces images, de ces représentations. On a créé un espèce de mythe parallèle au mythe existant, au mythe qui a été légué par ce qu'on appelle le paganisme, par nos racines celtes, par nos racines germaniques. Et c'est presque une mythologie parallèle. Et donc la sorcière, elle a toujours ces attributs-là. Et même aujourd'hui, on voit un regain de l'imagerie de la sorcière dans le militantisme, ou même dans la mode, où on essaye de donner une image plus charmante de la sorcière, mais malgré tout, il reste des éléments qui restent toujours. Le bouc, le chat, le noir, le fait d'avoir parfois un chapeau pointu, le fait d'avoir des pouvoirs extraordinaires de feu, de tempête. Et on s'est vraiment créé cette image-là. Donc on reste des êtres extrêmement superstitieux. Ce qu'on peut en conclure avec le travail de Baldwin Green, c'est que ces représentations sont pour toujours dans notre esprit. Et je ne pense pas qu'à l'époque, il imaginait que des siècles plus tard, ce soit toujours le cas. Parfois, on voit des images de sorcières, on ne sait pas que c'est Hans Baldwin Green, ou on ne sait pas que c'est Dürer, on ne sait pas que c'est un autre artiste connu. Chez les artistes flamands aussi, il y a eu beaucoup de représentations de sorcières. Et donc, on n'imagine pas l'impact que ça a eu sur notre inconscient collectif, mais aussi sur la littérature, les contes de Grimm, notamment, qui sont aussi germaniques, les contes, d'autres contes plus anonymes, mais où se construit aussi par l'écrit l'image de la sorcière. Et l'écrit va souvent prendre ses racines sur l'image. Et l'image vaut 1000 mots. Donc,
on s'inspire de l'image pour écrire. Se mêlent à ça aussi toutes les traditions orales autour de la mythologie, autour du folklore. Donc ce sont des traditions issues du confin de notre paganisme, mais qui se sont étiolées avec le temps, qui vont se passer de personne en personne et qui vont malgré tout marquer des humanistes et des gens cultivés comme Hans Baldung-Grien, comme Dürer, comme d'autres, même s'ils disent qu'ils veulent s'en détacher et même s'ils lisent Pline, on reste quand même marqué par nos racines. Et ces racines nous poursuivent jusqu'ici. Aujourd'hui, on a des Hans Baldung-Grien, des néo-Hans Baldung-Grien, ça existe, mais qui continuent cette tradition de la représentation de la sorcière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on vous montre une image de sorcière, et pour que vous compreniez que c'est une image de sorcière, on va aller vers des attributs archétypaux de la sorcière. Si on vous présente une femme qui soigne quelqu'un avec des onguents, et qu'on vous dit « Ah, mais c'est une sorcière », voilà, une sorcière entre guillemets, vous allez peut-être pas réagir. Vous allez vous dire « Ah, mais c'est une guérisseuse », mais les guérisseuses étaient considérées comme des sorcières. Donc, pour faire peur et voir cette aura un peu plus sombre, il faut qu'elle ait tous ces attributs qui ont été mis en place petit à petit, que Baldung-Grien a développé beaucoup dans ses dessins très loustiques. On peut revenir dessus, pas celle-là justement, celle-là, voilà par exemple, où on a toujours cette vision du sabbat extraordinairement sexualisé, une espèce de folie de chair. Et chez nous, c'était sur... alors je ne sais plus si elles allaient du Basberg au Mont-Saint-Michel ou le vice-versa. Voilà. Mais chez nous, on imaginait aussi des sabbats. Et il faut savoir que les pays germaniques ont été les plus assidus à la chasse aux sorcières et les plus assidus en termes de bûchers. Donc, je crois qu'ils représentent plus du tiers des bûchers qui ont brûlé à cette époque. Souvent, on parle de l'Espagne à cause de l'Inquisition, mais les chais germaniques, on a su brûler avec joie et bonheur. Donc, et justement, on colportait ce type d'image, et justement, qui était à l'encontre de l'humanisme. Et c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens pensent que la chasse aux sorcières est médiévale, parce que c'est une part obscure de notre histoire, et qu'on appelle le Moyen-Âge l'âge obscur. Mais en fait, la chasse aux sorcières, c'est une époque marquante de la Renaissance, qui est complètement l'antagoniste de la Renaissance très lumineuse qu'a apporté l'Italie, par exemple, du siècle des Lumières, et ça a perduré jusqu'au XIXe siècle. La dernière sorcière en Europe, elle est morte au fin XIXe siècle, c'était Anna Göldin en Suisse. Donc voilà, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Il y a une chose que je voulais ajouter avec l'époque contemporaine, c'est que on se rend compte avec l'histoire que quand des choses se passent, ça crée toujours une forme d'hystérie. Et j'aime bien parler de ça parce qu'on l'oublie souvent et qu'on peut retomber dans les mêmes travers. Et c'est peut-être les leçons de l'histoire, c'est de ne pas essayer de retomber dans ces travers-là, d'avoir en parallèle des choses extrêmement progressistes et de l'autre côté des choses extrêmement violentes et qui souvent vont viser des minorités. Et je pense que c'est une des leçons de l'histoire, mais qu'on passe notre temps à oublier. Peut-être parce que c'est plus simple de l'oublier, d'être dans le déni de ces périodes-là. Et c'est pour ça que la Renaissance est intéressante, parce que ces deux choses vivent ensemble sur une même période. On va faire des peintures extraordinaires, des constructions extraordinaires,
on va ressortir les philosophes antiques. Et de l'autre côté, on a des massacres, des jugements hâtifs, des tribunaux qui sont totalement inhumains. Voilà. J'ai une question Oui, qui me taraude depuis le début. oui. En fait, on parle toujours de la femme sorcière. C'est dans la négativité. Dans la sorcière, oui. De son pouvoir. Or, C'est... l'homme, lui, lorsqu'il avait les mêmes vertus, Oui, était plutôt considéré comme tout à fait. quelqu'un qui apportait. Ben, disons, en plus, à l'époque-là, les femmes étaient de toute façon déconsidérées, façon de parler. C'était les mères, celles qui s'occupent de la maison, des enfants, du champ. À l'époque, il faut se souvenir que même dans les familles nobles ou les familles royales, la femme n'avait pas son mot à dire. On la mariait pour faire un contrat avec politique. Elle était l'objet de tractations. Et même dans des couches populaires plus basses, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais la femme avait peu son mot à dire. C'était l'homme, et l'homme était vu au pinacle de sa masculinité. C'était lui qui était le seigneur et maître de la maison. C'était lui qui était vertueux. Et peut-être ça vient aussi justement de la culture biblique où Adam est entraîné par Ève, donc c'est un peu la punition de la femme de subir cet homme qui finalement est vertueux mais qui est dévergondé par la femme. Et même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve, alors bien sûr à moindre échelle, mais on retrouve cette vision dans certains discours d'hommes qui déconsidèrent la femme et qui veut lui enlever justement cette puissance qui est la sienne, d'être femme, et qui, malgré le fait qu'elle porte des enfants, ou malgré le fait qu'elle ait envie de s'occuper de la maison, est peut-être tout aussi, enfin, et aussi puissante que l'homme, voire plus, puisque sans elle, que seraient les hommes? C'est une belle conclusion. Et derrière, il y a une phrase qui dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. On devrait se le noter en lettres d'or. Et voilà. Non, c'est un problème récurrent, mais je pense que ça vient de notre culture et de la façon dont s'est construit notre culture et notre inconscient collectif. Et c'est pour ça que ce sont des choses très difficiles à changer, à démanteler, oui, à changer tout simplement, parce que déjà il faut une pédagogie pour le faire. Et puis c'est pour ça que l'imagerie de la sorcière est intéressante, parce que en fait elle révèle des choses qui existent toujours aujourd'hui. Et ce qu'a fait Hans Baldung Green, on peut tout à fait le retrouver encore aujourd'hui de façon plus contemporaine, alors peut-être moins superstitieusement et plus politiquement, ou peut-être moins façon caricaturale, encore que. Mais ça reste dans... Ouais, c'est dans la... En fait, l'homme n'arrive pas à accepter que la femme puisse posséder des capacités. Tout à fait, oui. À réfléchir par elle-même, oui, à prendre ses propres décisions. C'est ça. Ouais, et c'est pour ça que pendant longtemps... Ouais. Pendant longtemps, on n'a pas eu le droit de vote, c'était ça aussi. Mais oui. C'était, en fait, on s'en sortira jamais. Non. C'est une histoire sans fin. Mais c'est dingue, c'est vrai. À chaque fois qu'on voit quelque part, la position de la femme... Alors bien sûr, le mot sorcière ne revient pas à chaque fois. Mais si on se base sur l'archétype du fond, c'est ça. Au fond, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de déshumanisation de la femme, en la représentant avilie, avec des animaux, dans des situations infâmes, parce qu'on lui enlève la capacité de réfléchir à ce qui est bon pour sa morale, est bon pour elle, est bon pour sa vie, et tout son pouvoir de décision, décisionnaire. Rien que les sabbats, par exemple,
c'est quand même en partie une invention de l'Église et on l'oublie. Mais les sabbats n'existaient pas en tant que tels, sauf au Pays Basque. En fait, ça vient de tradition du Pays Basque où les femmes, effectivement, utilisaient des onguents pour avoir des visions, en fait. Mais très vite, ça a dérivé vers le plaisir. Avoir des visions, c'était hérétique parce que c'était aller vers le diable, c'était ouvrir une porte vers l'enfer. Enfin, on voyait ça d'une façon très mauvaise. Alors que dans les traditions basques, qui sont très fortes, il y a des traditions aussi de double vue, de presque, alors j'aime pas non plus ce mot, mais chamanique. Et on venait voir ces femmes pour avoir des réponses, justement. Et, et ces femmes, souvent, se fédéraient. Et donc, très vite, l'Église a dû dire: ah, mais c'est super, on va utiliser ça. Et donc, ça a doucement fait son chemin. Et donc, c'est là d'où vient le balai ou le stang, enfin le bâton avec le stang. Voilà, il y a des stang. Avec la double pointe. Parce que c'est une représentation phallique. Et encore là, on essaye de lui coller un homme entre les pattes. Encore une fois, sous le diable. Et en fait, on dit la femme est soumise et qu'il faut la surveiller parce que sinon, elle peut aller vers n'importe qui, faire n'importe quoi, courir à poil sous les étoiles. Donc, c'est vraiment... c'est une imagerie, je crois, qui nous poursuivra encore longtemps. Et Baldwin, lui, fait partie de ceux qui ont... je ne crois pas que c'était voulu, mais il a fait partie de ceux qui ont fait que ces images deviennent récurrentes. Ouais, voilà. Oui, mais c'est pour ça que je parlais de fake news. Et je ne sais plus comment ils s'appellent, les crieurs de campagne qui distribuaient les gravures. Merci, les colporteurs. Les colporteurs avaient à l'époque beaucoup de ces images avec soit c'était des danses macabres, soit justement des sorcières qui dansent. Il fallait marquer les esprits, donc de plus en plus dans les maisons, on avait ces images-là qui étaient là pour le coup souvent faites par des anonymes, mais après dans les sphères plus intellectuelles, vous pouviez retrouver du Dürer, du Baldwin Green, et ça amusait les hommes, mais en fait je pense qu'ils pensaient que c'était pas si drôle que ça, que c'était en partie vraie façon de parler, et que c'était on pouvait faire des blagues grasses à partir de ces images. Et c'est quelque chose qui reste. C'est pour ça que c'est très intéressant. Alors j'ai pris Baldwin Green, j'aurais pu prendre un autre, mais Baldwin Green, je l'ai pris parce il a travaillé à Strasbourg l'essentiel de sa vie, et que le monde germanique a justement produit une haine de la sorcière et de l'impique qui a été quand même assez costaud. Et comme je le disais avant, dans la mythologie germanique, il y a la Volva, qui est la sorcière, mais qui est une bonne sorcière. Elle est un peu rebouteuse, elle soigne, elle s'occupe des dieux qui sont blessés, parce que dans la mythologie germanique, les dieux sont faillibles, ce qu'on retrouve aussi dans la mythologie nordique. Et donc, cette figure de la Volva est complètement déviée par les artistes d'origine germanique, comme Dürer, comme Hans Baldwin Green, vers une imagerie plus sombre. Ou l'image de Perchta dont je parlais avant, que moi j'aime beaucoup. J'ai même une petite image de Perchta chez moi, qui est vraiment pour moi pas une déesse mauvaise, mais que forcément l'Église va considérer comme horrifiante parce qu'elle a un visage de femme d'un certain âge, et puis elle chevauche à l'avant de la grande chasse. Donc après on va la remplacer par un homme, ce sera Saint-Hubert parce que c'est vachement mieux. Mais voilà, dans d'autres traditions il s'appelle autrement, mais souvent elle est remplacée par un homme. Mais dans les traditions germaniques, c'est Perchta au départ qui conduit la grande chasse. Et les grandes chasses, il y en a une en Alsace, hein, c'est Upéry. Les grandes chasses
sont aussi très intéressants. J'aurais une fois parlé des... Oui, c'est que les nuits à partir de novembre, nous sommes en novembre, si vous promenez en forêt, dans certains coins d'Alsace, vous pouvez entendre des grelots, des chiens aboyer, et c'est les grandes chasses qui arrivent. Celui qui croise la grande chasse meurt peut-être pas tout de suite, mais assez vite. En tout cas, il est terrassé de peur. Et je pense que ça vient des superstitions autour de la forêt, justement, où il y avait... Et puis il y a aussi une légende qui dit que Berchta, elle conduit les âmes des Oui, enfants morts voilà, au paradis, ça, oui. entre Noël Voilà. et l'Épiphanie. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle Perchta fait peur. Parce que Il ne les... faut pas faire tourner le Ouais, rouet, c'est ça. parce qu'il tourne dans le sens inverse Oui, du tout à fait. soleil. Oui, oui. Et que ça retarde l'arrivée du printemps. Et c'est pour ça que Perchta, moi, je la trouve vraiment... enfin, c'est une histoire géniale. Et en Allemagne, on a encore... Alors maintenant, ils l'ont fait carrément... En Autriche, c'est carrément un moment touristique à fond. C'est le défilé des Perchten, des Krampus. Qui descendent dans la forêt. Oui, avec les torches. En monstrueux comme Ouais, ça. ouais. Alors par exemple, là, je crois que c'est à Vienne ou à Salzbourg. Il y a au mois de décembre, ils font que ça. Donc, ils sont maintenant, c'est touristique. Ouais, voilà. Alors chez nous en Alsace, je crois que ça a un peu disparu. Je ne sais pas s'il existe encore. C'est plus le carnaval. Oui, c'est plus au carnaval. Mais de toute façon, entre la période, disons, de décembre, à partir du moment où les jours s'allongent, et jusqu'en mars, on va dire jusqu'au solstice, il y a toute cette tradition justement de carnaval, mais c'est en décembre aussi, ce sont des formes de carnaval, et c'est les mêmes racines, sauf que c'est étendu sur plusieurs mois, et que chacun le place où il veut. Les Suisses ont ça aussi, avec d'autres masques, d'autres traditions. On retrouve ça en Roumanie avec des masques de diable. Et là, on va plus vers l'homme sauvage, enfin ce qu'on appelle l'homme sauvage. Mais chez les Germains, oui, c'est Perchta qui conduit ça. Et effectivement, les enfants morts. Et c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'elle fait un peu peur. Si on tient la main de Perchta, finalement, on tient la main de la mort. Et elle file le temps. Oui, elle fait partie aussi des ce qu'on appelle les nornes, qui sont soit représentées seules, soit à trois. C'est pour ça que je pense qu'il a beaucoup de représentations de sorcières à trois, parce que ce sont les nornes qui filent le temps et qui dirigent le destin des hommes, enfin l'humanité. Ce qu'on appelle les parcs chez les Grecs, et qu'on retrouve dans d'autres mythologies. Donc, ce qui est drôle, par contre, au niveau biblique, là, c'est que, par exemple, on parle jamais des femmes un peu sorcières dans la Bible, et pourtant, il y en a. Il y en a même une qui est nécromancienne, et souvent, on en parle peu. La reine de Saba, par exemple, a certains pouvoirs considérés comme hérétiques. Et c'est une femme de pouvoir, de connaissance, et même qu'elle claque plus ou moins le bec à Salomon. Donc, mais celle-là, on n'en parle jamais. On préfère se baser sur cette pauvre Ève qui a subi. Donc on voit que c'est toujours très dirigé et très manipulé, et que des textes peuvent être très manipulés et appuyés par des images, c'est encore pire, parce que souvent les images marquent plus les gens que les textes. Les images restent, les écrits s'en vont. Et surtout, après, ça devient des histoires orales aussi. Je m'y connais pas en musique, mais je pense qu'il existe des chansons. Moi, je sais que mon père me chantait des chansons paillardes, et qui étaient des fois tournées vers des choses qui pouvaient être liées à tout ça. Donc, des traditions orales. On voit ce que ça a donné. Donc, si quelqu'un a une autre question? Moi, j'aurais une question, mais oui. qui a plutôt rapport à votre travail de peinture. Oui. Parce que dans ce travail, il y a aussi toujours le côté diable, chien. Là, quand vous aviez l'exposition oui. sur les sorcières, j'ai acquis l'affiche avec femme qui court avec les loups. Oui.
Et j'ai offert à Marie, que vous connaissez. Oui, oui, oui. Et donc, j'ai vu que vous aviez aussi et c'était très détaillé, très. Oui. Mais il y a aussi le côté comme yin et yang ou bien et mal, quoi. Mais chez moi, c'est plutôt les sorcières qui reprennent le pouvoir. C'est-à-dire que elles redeviennent la féminité vitale, la féminité forte et puissante. Et j'essaye de les rendre, et en parlant de la femme qui court avec les loups, c'est une femme qui, en fait, elle se régénère tout le temps grâce au loup. Le loup sert de... On peut penser qu'il représente l'homme, justement, mais elle va se régénérer grâce à ses restes. Donc le loup meurt, elle reprend les os et elle recrée une nouvelle femme. Et donc on dit qu'elle court après les loups parce qu'elle court après le loup pour le tuer. Oui, qui est très bien et que je conseille, la femme qui court avec les loups. L'archétype de la femme. De Pinacola Estes, je ne sais plus son prénom. Voilà, oui. Et c'est vrai que dans mon imagerie, j'utilise beaucoup la femme, mais comme femme puissante, et comme une image justement de protection apotropaïque. Donc c'est pour ça que souvent elle est centrale, et souvent elle est en gloire, j'allais dire, façon de parler. Et je construis souvent ma symétrie autour. Par exemple, j'aime beaucoup les représentations de femmes, ce que j'appelle les mères nature, les magna mater, avec plusieurs paires de seins qui sont pas du tout et que je vois moi comme vraiment l'archétype mais de la femme puissante et qui est capable de détruire si elle le souhaite ou de construire. Et on retrouve des déesses comme ça et souvent ça va être les hommes qui vont dire mais non mais elle est pas bonne. Kali par exemple est très intéressante en Inde parce que Kali a cette double porte d'être à la fois une femme très puissante et très sombre, mais en même temps elle va s'occuper des minorités. Par exemple après Bhopal, quand il y a eu la catastrophe dans les années 80, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une usine de produits chimiques qui a explosé et qui a fait énormément de morts et des infirmes à vie. Et s'est construit là-bas un des plus grands temples à Kali. Et Kali est intéressante parce qu'ils viennent la voir, parce qu'ils pensent qu'elle protège justement de ça. Et c'est une femme puissante, et à la fois qui peut construire et détruire. Et on retrouve ça pareil dans d'autres mythologies. Alors dans les mythologies germaniques, il y a Freya, qui est une femme guerrière, et une femme aussi très femme, elle aime les bijoux, notamment son grand collier, mais elle fait ce qu'elle veut. On a dans ce même type de femme, alors la plus sorcière, parce que Freya a aussi une partie magique qu'on peut considérer comme de la sorcellerie. Il y a Hécaté, qui est plus dans l'Antiquité, qui a 3 visages, ou 4, suivant les représentations. Mais ce sont des images, je pense, qui ont construit aussi cette vision de la femme chez l'homme, chez le masculin, comme des femmes qui peuvent être dangereuses. Et en fait, c'est ce danger, je pense, qui est exprimé à travers l'imagerie de la sorcière. C'est le danger qu'elles peuvent représenter. Parce que ce serait bête de perdre son hégémonie à cause d'une femme. mais c'est ça. Donc moi, dans mes peintures, j'essaie de retrouver ces images primitives de femmes, où la femme était encore puissante. Et on sait que dans les sociétés grecques, la femme, sans être complètement à l'égal de l'homme, elle avait déjà plus de pouvoir que dans nos propres sociétés européennes plus tard. Et c'est ce que la Renaissance a omis, par exemple, de la culture grecque ou romaine. Donc, dans mes peintures, oui, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais en replaçant la femme au centre et en éliminant... Voilà. Voilà. Si quelqu'un a une autre question.